Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique. Ce soir, on va essayer de répondre à cette question. Attentat, comment vivre avec? Il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu l'hypercacher, il y a eu le 13 novembre. Cette question, que peut faire le politique face au terrorisme? Et notre mode de vie va-t-il changer? Ce qu'on vivait à l'aéroport, on le vit finalement partout. Partout est un aéroport. Dès qu'on va dans un endroit, un magasin, on montre son sac, on se fait quelquefois palper. Avec les impératifs sécuritaires et la peur diffuse d'être frappé par une violence aveugle, une nouvelle forme de cohabitation prévaut désormais. Vit-on dans un état d'urgence permanent ou est-ce que ces craintes sont exagérées? On en débat avec vous via notre site lcp.fr, hashtag CVR, ça c'est pour les tweetos. Enfin, notre compte Facebook pour être tout à fait complet. On en débat surtout avec nos invités. Pascal Poplin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, membre de la commission des lois. Vous étiez le rapporteur du projet de loi de prorogation de l'état d'urgence. Vous êtes co-rapporteur du projet de loi sur la réforme de la procédure pénale, si je ne m'abuse. Face à vous, Jacques-Alain Benisti. Bonsoir, vous êtes député Les Républicains du Val-de-Marne à l'Assemblée nationale. Vous êtes très impliqué sur les dossiers de la délinquance des mineurs, les dossiers relatifs aux fichiers de police aussi. Raphaël Liogier, bonsoir. Vous êtes sociologue du fait religieux, philosophe, professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et au Collège international de philosophie à Paris. Je signale votre dernier ouvrage, La guerre des civilisations, qu'on voit à l'écran, on voit la couverture. La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle. Paru aux éditions du CNRS, un livre où vous vous attaquez au concept de guerre des civilisations. Il n'y aura pas de guerre de civilisation et Samuel Huntington n'a qu'à bien se tenir. C'est un peu le message. Voilà, Pierre Conessa nous rejoindra dans quelques instants. Pierre Conessa, spécialiste en géostratégie. Mais tout de suite, avant de débuter notre débat, le reportage, vivre avec la menace terroriste est une réalité qui s'impose peu à peu à nous. Comment composer avec une société blessée, vulnérable, avec ce climat de peur, cet état d'alerte permanent? Les initiatives viennent d'en haut, des pouvoirs publics, mais il y a aussi les initiatives personnelles. Regardez le reportage de Raphaël Vivant, à Paris. Fusil à la main, les militaires patrouillent dans le métro de la capitale. Une scène devenue familière à Paris et dans les autres grandes villes françaises. Après les attentats du 7 janvier 2015, la région Île-de-France passe en niveau Vigipirate alerte attentat. Sur le reste du territoire, la vigilance est renforcée. Depuis, de nombreuses mesures ont été mises en place pour accroître la sécurité, plus de surveillance dans les transports, les lieux de culte, les salles de spectacle ou encore les grands magasins. Des actions accueillies avec bienveillance ou scepticisme. Je me promène souvent ici et je vois des militaires et j'habite en face d'un lieu de culte et il y a des militaires aussi qui surveillent. Donc honnêtement, j'ai pas changé, mais moralement j'y pense. On est dérangé un peu parce qu'on est fouillé, voilà, mais on fait la queue plus longtemps à certains endroits, mais sinon autrement non, on vit, on vit notre quotidien comme d'habitude. Je pense qu'on peut rentrer avec tout n'importe quoi quand même dans un magasin, mais au moins ça rassure les gens quand même. On essaie de vivre en faisant avec, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Pourtant, hors des lieux jugés sensibles, difficile de se sentir ouvertement menacé. Le quotidien d'une majorité de Français n'a pas réellement changé. Finalement, on vit quand même encore dans une certaine normalité. On peut facilement aller boire sa bière en terrasse, on peut encore finalement planter des salades et jeter quelques cailloux sur la police, place de la République. Donc on est quand même dans un niveau de vie assez normal. Après, les réflexes qu'on va avoir dans notre esprit lorsqu'on va avoir une petite crainte, un petit pressentiment, là il y a certainement un peu plus de peur qu'avant et certainement beaucoup plus de conscience de la réalité de la menace qu'il y a quelques mois ou il y a quelques années. J'enchaîne ce que je veux ensuite. Ça marche? C'est parti, à vous. Mais si la menace est lointaine, elle reste réelle. De nombreuses personnes veulent désormais savoir comment réagir en cas de nouvelle attaque. Pour cela, elles s'orientent vers des cours de self-défense, comme le Krav Maga, un art martial israélien.
L'insécurité étant grandissante, les gens cherchent à se rassurer, à apprendre des techniques pour se défendre, se protéger ou protéger les autres. Donc du coup, forcément, il y a de plus en plus de monde qui se tourne vers nous. Dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre, ce club a reçu près d'une centaine d'appels. Des gens qui voulaient savoir quoi faire en cas d'attaque terroriste. Mais les techniques enseignées ici servent à se défendre en cas d'agression et non en cas d'attentat. Là, on n'est plus dans un cours, c'est différent. Il n'y a pas grand-chose à faire dans ces situations-là. Il faut rester cohérent. Les règles, c'est quand on rentre maintenant dans un lieu, il faut savoir où on peut sortir s'il arrive quelque chose. Voilà. Et être sur ses gardes. Mais contre les personnes qui ont ce type de fusil, et surtout les ceintures disponibles, il n'y a rien à faire, il faut se sauver, quoi. Pour d'autres, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir aider les victimes. Depuis novembre, les demandes d'inscription aux gestes de premier secours ont explosé et de nombreux ateliers gratuits ont été proposés. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris espère former 6000 personnes d'ici à cet été. Voilà un reportage de Raphaël Vivant. Une réaction sur ce reportage? On vit dans un état d'urgence permanent ou c'est exagéré, Pascal Poplin? Non, je crois qu'on vit dans une situation où on doit tenir compte de la menace. Les pouvoirs publics y pourvoient, tous ceux qui sont responsables d'organisations, de manifestations où il y a des grands rassemblements de personnes ont vocation aussi à prendre des dispositions. Donc ça, c'est une nécessité de prévention. Il faut le faire. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de possibilité de se prémunir à 100% contre le risque du type d'agression que nous avons subi. Et puis, il faut aussi avoir à l'esprit que nous ne devons pas modifier profondément notre mode de vie, parce que c'est ce que cherchent ceux qui nous agressent, et nous ne devons pas non plus vivre dans un état qui nous amènerait à nous méfier, stigmatiser différents membres de ceux qui composent la communauté française, parce que c'est ça aussi le but recherché par nos agresseurs. Donc il y a un subtil équilibre à trouver qui n'est pas habituel, et donc il faut que la nation tout entière trouve ses marques pour, dans la durée, parce que malheureusement c'est sans doute appelé à durer, puisse faire face. Jacques-Alain Bellisti, ces gens qui se mettent aux arts martiaux, c'est légitime? On a eu ce débat, de toute façon, nous, les parlementaires, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire véritablement. Bon, moi, j'avais proposé d'abord que les policiers aient leur arme 24 heures sur 24. Si quelques policiers avaient eu leur arme, notamment lors de l'attentat du Bataclan, ils auraient pu éventuellement intervenir avec leur arme et faire en sorte justement qu'on n'ait pas ce massacre perpétué par les... Alors Philippe Meunier, député Les Républicains, propose d'armer les policiers. Oui, c'est-à-dire que, enfin, pour ceux qui sont armés dans l'exercice de leur fonction, évidemment, de policiers, leur permettent également de garder leur arme et de pouvoir intervenir. On le voit très bien, notamment en Israël. Israël a des attentats ou des débuts d'attentats quasiment journaliers. Et à chaque fois, évidemment, celui qui essaye d'agresser, évidemment, avec une arme une autre personne, il est immédiatement désarmé, ou alors on lui tire dessus. Donc il n'a même pas, disons, il ne peut pas poursuivre, disons, l'acte qu'il a entamé, parce que en Israël, tous les militaires gardent leur arme. Voilà. Raphaël Lieugier, est-ce qu'il faut accepter le fait que votre voisin vous voit en terroriste potentiel, cet état de suspicion permanente? D'autres sociétés, vous parlez de la société israélienne, vivent ça depuis des années. La question est posée, peut-on vivre dans cet état-là, à l'israélienne? Mais je veux dire, là, nous vivons de façon intense, en réalité, ce qui devient de plus en plus une des caractéristiques de la globalisation. Quand je disais que la guerre des civilisations n'aurait pas lieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de violence. C'est pour ça que le sous-titre, c'est violence aussi. Coexistence et violence au XXIe siècle, il y a un retournement de la violence vers l'intérieur des sociétés. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de suspicion généralisée. C'est-à-dire que le voisin peut être un lointain en réalité, alors qu'un lointain, eh bien, il peut faire partie du même milieu que moi, par exemple. C'est ça qui est étrange aujourd'hui dans notre société. Alors, dans ces conditions-là,
il y a plusieurs choses, puisqu'on parle il y a l'efficacité, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour l'efficacité. Alors oui, il faut qu'il y ait des policiers armés, il faut pouvoir cibler où sont les problèmes, et puis il y a aussi ce qu'il ne faut pas faire. On parle rarement de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est provoquer la panique. Imaginez, vous êtes dans une nation, une société, c'est un petit peu comme un navire. Dans un navire, lorsque ça tangue, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on est en situation de tempête, il ne faut surtout pas céder à la panique. Il faut que chacun sache ce qu'il a à faire, mais il ne faut pas céder à la panique. Et pourquoi ? Parce que une des caractéristiques du terrorisme, on l'a dit, c'est dans le mot lui-même, hein, c'est de susciter la terreur via une autre des caractéristiques de notre société actuelle, c'est-à-dire les médias. Et j'accuse pas les médias, parce qu'il faut qu'il y ait de l'information. Mais enfin, c'est un des instruments principaux du terrorisme aujourd'hui. Donc, je crois que en réalité, il faut faire, d'un côté, il faut avoir une politique efficace, mais parfois une politique efficace est une politique discrète. Et d'un autre côté, il faut essayer de mettre le moins en scène possible la violence, en donnant des informations, mais en ne répercutant pas, en ne jouant pas le jeu de la guerre des identités, par exemple. Moi, c'est ce que je reprocherais un petit peu. Non, mais je sais, mais c'est ce que je reprocherais un petit peu au gouvernement, c'est-à-dire que à un certain niveau, il y a un petit peu trop de mise en scène et pas assez de discrétion. Pascal Popelin, il ne faut pas céder à la panique. On cède un peu à la panique? Non, il ne faut pas céder à la panique. Parfois, y compris dans le discours politique, on a le sentiment que certains cèdent à la panique. Mais à la fois pas de panique, mais pas non plus de sous-dimensionnement de la réalité. Il y a une menace. Et on doit la vérité aux Français de le leur dire. Parce que, y compris, on l'a bien vu, les attentats de janvier ont fortement marqué la communauté nationale. Il y a eu les grandes manifestations du 11 janvier. Et puis, on a oublié. Moi, je me souviens des critiques que nous avons subies lorsque nous avons, entre janvier et novembre, essayé de doter notre pays d'un certain nombre d'outils qui lui permettaient d'être plus efficace. Donc, c'est une question de juste équilibre. Il ne faut pas cacher la vérité. Il ne faut pas tout raconter parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sinon ne sont pas efficaces. Il ne faut pas être dans une logique qui consiste à modifier notre mode de vie, mais en même temps il faut l'adapter pour essayer de nous prémunir. Oui. Il y a un point très important que disait Pascal tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut également veiller à ne pas dévoiler toutes les cartes, notamment des renseignements. Moi qui connais bien les renseignements, je dois dire que souvent, on a certains médias qui vont expliquer comment on a repéré tel et tel individu, notamment par les moyens, évidemment, téléphone, etc. Parler de chaînes d'information continue. Il y a véritablement là un vrai souci. Notamment sur de montrer les stratégies et de montrer comment effectivement on remonte. Là, je veux dire que la plupart de ceux qui ont été à Paris considérés comme des terroristes ont été quasiment arrêtés grâce évidemment à une stratégie des renseignements généraux exemplaire d'ailleurs. On a des services, on ne le dit pas assez, qui sont remarquables en matière de renseignement. Moi, je dis qu'il y a à un moment donné, il faut donner des limites à l'information et ne pas trop l'élever. Maintenant, le Premier ministre a eu raison de dire que le jour où il y a eu ces attentats, il y en aura d'autres. Effectivement, je vois qu'il faut jouer la carte de la vérité vis-à-vis des Français et ne pas cacher la vérité. Et en même temps, pardon, mais le gouvernement dit cette réalité, mais ne propose pas de mettre notre pays dans une sorte d'état d'immobilisme. Le débat s'est posé après le 13 novembre pour savoir s'il était ou non maintenu la COP21. Quelques responsables politiques avaient suggéré de ne pas le faire. Nous avons souhaité la maintenir. La question se pose aujourd'hui. Il paraît qu'en état d'urgence, on serait dans l'abrogation des libertés, qu'on ne pourrait plus manifester. On n'a jamais manifesté tant dans ce pays qu'aujourd'hui. Il faut simplement le faire de manière régulée. La question s'est également posée pour l'euro. Alors, croisons les doigts naturellement parce qu'on ne peut jamais présumer de rien, mais la volonté politique a été de dire nous ne cédons pas à la terreur, précisément, donc nous maintenons l'organisation de ces grands événements, mais nous faisons en sorte qu'ils se déroulent dans des conditions qui ne garantissent pas le zéro risque, mais qui en tout cas minimisent
Le risque, c'est le travail qui est actuellement mené pour l'euro, par exemple. Après les attentats, donc, il y a eu une forte demande d'initiation aux gestes d'urgence. D'ailleurs, les autorités ne s'y sont pas trompées. C'est l'effet attentat. Au lendemain des attentats de novembre 2015, le ministère de l'Intérieur a constaté une forte demande d'initiation aux gestes d'urgence. Pour y répondre, l'État s'est associé à l'ensemble des acteurs du secours pour proposer des séances d'initiation aux premiers gestes de secours, à alerter les secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies. On regarde le clip de campagne et on réagit juste après. Nous allons aborder le thème de l'alerte. L'alerte va permettre aux secours les plus proches de vous de venir le plus rapidement possible. Il va falloir forcément communiquer plusieurs éléments qui sont importants auprès du 112. Le 112, numéro national européen, va vous permettre d'être redirigé si nécessaire sur la plateforme des sapeurs-pompiers, du SAMU ou de la police nationale. Un rythme rapide, profond, 100 à 120 mouvements par minute, et ce, jusqu'à l'arrivée des secours ou l'arrivée d'un défibrillateur. Voilà, nous a rejoint sur ce plateau Pierre Conessa. Bonsoir, vous êtes spécialiste des questions stratégiques, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, maître de conférence à Sciences Po. Vous venez de publier un guide du petit djihadiste aux éditions Fayard, un livre visant à tourner en dérision la propagande djihadiste et à la discréditer auprès des jeunes. On vient de voir ce clip, ça sert à quelque chose, il fallait le faire Monsieur Benisti? Je pense que c'est indispensable. Moi, je le fais dans ma ville à l'égard de l'ensemble des jeunes collégiens pour qu'ils sachent réagir immédiatement et pouvant sauver la vie d'un autre individu. Alors, dans le fait, après un attentat, il est certain que déjà la plupart des personnes qui sont autour de l'attentat, lorsqu'il vient d'avoir lieu, sont évidemment sous un effet de choc. Et sous l'effet de choc, évidemment, il est très difficile évidemment de venir en aide. Il faut un temps évidemment de réaction, mais je pense que c'est indispensable. Pas essentiellement d'ailleurs dans les attentats, mais lorsqu'on voit arriver devant soi un accident de la route, il y a des gestes évidemment qui sont prodigués immédiatement, qui peuvent sauver la vie des personnes. Est-ce que face à une attaque d'envergure, de grande envergure, c'est efficace aussi? On peut se poser la question. Une chose, à vrai dire, je pense que c'est une efficacité psychologique, surtout, et qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire, c'est nécessaire parce que dans les périodes où il y a un choc extrêmement violent, il faut qu'on puisse anticiper psychologiquement en ayant le sentiment qu'on peut faire quelque chose. Ça correspond à peu près, si vous voulez, dans les avions, au fait qu'on vous explique un certain nombre de procédures en cas de crash, alors qu'on sait très bien qu'en cas de crash, si vraiment c'est un crash massif, ça n'a pas vraiment d'utilité. Mais l'utilité, c'est que on vous l'explique, on vous le dit, et donc il y a une sorte de, on pourrait dire, ça a un effet en quelque sorte d'exorcisme, et donc ça vous fait vous sentir en sécurité comme si vous maîtrisiez la situation. L'homme a besoin de croire qu'il maîtrise la situation pour se sentir vivre, et donc ça clairement, ça a son utilité. Pascal Poplin, vous partagez cette analyse? Oui et non. C'est-à-dire tout dépend des situations. On sait par exemple qu'au Bataclan, il y a un certain nombre de comportements qui ont permis de sauver des vies, de mettre le doigt là où il faut mettre le doigt quand il y a une hémorragie, etc. Donc, il faut toujours mieux savoir ce qu'il convient de faire, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme ou dans la vie quotidienne, parce que nous vivons le danger permanent quand on prend notre voiture, quand on circule dans la rue, un pot de fleurs peut nous tomber sur la tête. Non, mais même en avion, ça peut être utile, c'est ce que je voulais dire, voilà. Effectivement. Mais par rapport à il faut que l'homme soit humble. Tout simplement, que les gouvernants le soient, mais que les humains, d'une manière générale, le soient également. On ne peut jamais garantir le risque zéro. Pierre Conessa? Ah oui, moi je trouve que c'est indispensable, ne serait-ce que parce que l'immense bonheur d'avoir réussi à sauver une vie fait que quelqu'un qui a été victime ou proche d'un attentat terroriste va évidemment faire un travail de rémission qui était absolument essentiel. C'est-à-dire c'est une porte ouverte vers la vie au moment où on a créé la mort. Donc savoir ces quelques gestes qui peuvent éventuellement sauver une vie sont effectivement très utiles et on n'a pas souvent cette formation de base, quoi. Alors on peut agir a posteriori, donc on l'a vu après les attentats, les premiers secours comme on l'a vu, on peut essayer d'agir a priori.
en aval, prévenir les attentats. Il y a des outils. Les députés européens doivent voter définitivement après-demain à Strasbourg l'instauration d'un registre européen des données des passagers aériens, le fameux PNR, outil antiterroriste réclamé avec insistance par certains pays européens, dont la France. Au fait, c'est quoi le PNR? On regarde les explications et on réagit juste après. PNR, Passenger Name Record. Un fichier pour garder les données sur les passagers de chaque avion. Objectif premier, repérer à temps les vols des djihadistes que l'on n'avait pas vu revenir vers l'Europe. Mais pour cela, le PNR doit ficher tout le monde. Déjà, quand vous achetez aujourd'hui un billet en France pour les États-Unis, vous êtes fiché dans le PNR américain. Votre billet va comporter, codé, une quinzaine d'informations très personnelles. Numéro d'identité, numéro de téléphone, de carte bancaire, votre itinéraire ou encore votre régime alimentaire, halal ou kasher. L'Europe voulait un PNR depuis 2011, mais les députés européens freinaient au nom des libertés. En droit français, comme dans le droit de la plupart des États membres, toute la collection de données repose sur un certain nombre de règles. On ne peut pas constituer des fichiers. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas faire un fichier des Juifs, on ne veut pas faire un fichier des Arabes, on ne veut pas faire un fichier des gens qui n'aiment pas telle ou telle chose. Donc c'est un risque majeur pour les libertés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut le faire avec... Ça se fait quand on va aux États-Unis, le PNR, ça marche. Mais les Américains peuvent voter toutes les lois qu'ils veulent. Ils ont fait Guantanamo aussi. Je sais bien qu'en France, en ce moment, il y a des gens qui veulent faire Guantanamo. L'Europe a tranché sur plusieurs points. Le PNR sera établi pour les vols internationaux et les vols intérieurs. Les données seront conservées pendant 6 mois, elles seront masquées au bout de ce délai et effacées après 5 ans. Le texte affirme que toute discrimination basée sur l'origine ethnique ou sociale, la religion, la langue ou la nationalité du passager sera évitée. Les États-Unis disent avoir tiré les leçons du 11 septembre. Leur PNR leur aurait permis de tracer un tiers des terroristes potentiels qu'ils avaient identifiés en 2009. Une réaction, Pierre connaît ça. Il fallait le faire, ce PNR? Ah oui, moi, à mon avis, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous voulez, je sais que la posture de défenseur des libertés est une profession à temps plein aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'on a une mesure de quelque nature que ce soit, on a effectivement des gens qui vous expliquent que la dictature est en marche. Je prends souvent l'exemple du Patriot Act parce que tout le monde s'est dressé en disant il ne faut pas un Patriot Act à la française. Mais le Patriot Act était scandaleux dans sa relation internationale, c'est-à-dire en transposant les contraintes de sécurité des États-Unis sur les États partenaires. Par contre, aux États-Unis, j'ai pas eu le sentiment cet été que c'était une dictature qui s'était installée. Donc le débat est biaisé par le fait qu'effectivement, on va se mettre dans des postures au lieu d'étudier la réalité du fond. Je pense pas que le PNR va effectivement aboutir à installer un fichage systématique des gens. Je signale quand même, pour avoir suivi, si vous voulez, l'enquête en cours, le réseau qui a organisé les attentats à Paris et à Bruxelles a beaucoup voyagé. Beaucoup voyagé. Est-ce que ça va servir à quelque chose, puisqu'ils n'ont pas pris l'avion, apparemment, Bah, écoutez, en tout cas, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont déplacés en voiture, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont arrivés en avion, quand même. Donc, on ne peut pas exclure, si vous voulez, le fait que, notamment des gens qui sont revenus voyagent beaucoup, peuvent alerter quand même sur le fait que ils ont probablement d'autres sources de revenus. Pascal Poplin ? Oui, moi je partage l'avis sur la grande nécessité que nous ayons cet outil. C'était les eurodéputés socialistes qui étaient contre socialistes, les libéraux et les écologistes. Il y a différentes nationalités. Et bon, là-dessus, à un moment donné, on a trouvé dans tous les débats que nous avons eus sur ces questions, dans tous les camps, des visions différentes. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut être ni naïf, ni tomber dans l'excès. Et donc, pour avoir travaillé sur la question de la loi sur le renseignement, pour travailler actuellement sur la loi de lutte contre le terrorisme, la 3e que nous votons depuis le début de cette législature, j'essaie à chaque fois de trouver des points d'équilibre. C'est-à-dire les points d'équilibre entre ce qui donne l'efficacité et en même temps ce qui n'est pas attentatoire aux libertés individuelles. Et là, on voit à travers le type d'informations recueillies, à travers les modalités d'exploitation, à travers les modalités de destruction, qu'on garantit effectivement qu'il ne s'agit pas d'un fichage, mais qu'il s'agit d'un outil qui permet de suivre ce qui doit être suivi par ceux qui doivent le suivre. D'ailleurs, Manuel Valls était à Strasbourg pour inciter les eurodéputés socialistes à le voter, ce PNR. Ça se passera jeudi. On écoute le Premier ministre, on réagit juste après. La menace reste à un niveau très élevé, aussi élevé, sinon plus peut-être que ce que nous avons connu avant le 13 novembre. D'autres réseaux, d'autres cellules, d'autres individus, en France et en Europe,
s'organisent pour préparer de nouveaux attentats. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. L'Europe est en guerre, car l'État islamiste, Daesh, lui a déclaré la guerre. L'arrestation de cet individu et de ses complices ne peut à aucun moment être un motif de soulagement. La menace est là, présente, et que nous devons plus que jamais être mobilisés. C'est le sens de notre action sur le territoire national. L'Europe, l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient continueront d'être visés et frappés. Et c'est une certitude qui ne doit jamais quitter notre esprit. Je crois profondément que nous avons changé d'époque. Nous avons basculé d'époque avec les attentats que nous avons subis et dans un contexte géopolitique que je n'ai pas besoin ici de décrire. Voilà, vous l'aurez rectifié de vous-même, hein, ce n'était pas le son du Premier ministre sur le PNR, mais sur la fermeté du Premier ministre face à la menace terroriste, une compilation d'interventions de Manuel Valls. Il a raison d'être ferme ou c'est exagéré? Raphaël Liogier. Mais je crois qu'on peut le raccrocher à la question précédente finalement, parce que aujourd'hui on a le sentiment qu'on a une sorte d'incompatibilité, une sorte de balance en quelque sorte, entre d'un côté les exigences de sécurité, et de notre côté, les exigences de l'état de droit. Ça serait plus de sécurité, moins d'état de droit, on essaye d'équilibrer. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, parce que je crois qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont l'air d'être des mesures sécuritaires et qui, en fait, sont des mesures posturales, en réalité, et qui aggravent la situation et qui peuvent même aggraver le risque. Lorsqu'on parle de tout ce qui relève, pour moi, du recueil d'informations, moi, je suis pour tout ce qui permet, en période d'urgence comme aujourd'hui, de recueillir un maximum d'informations pour justement être susceptible, ensuite, de cibler. En revanche, lorsque on a des discours qui ont été ceux de Manuel Valls et qui relèvent de la posture dès novembre, en parlant d'une manière générale des salafistes, de la langue arabe qui devrait être proscrite éventuellement dans les mosquées. Non, mais il y a eu un débat là-dessus où il a... Ah bah alors récemment, alors parlons, plus récemment. Ah bah écoutez, je vais sortir de la caricature puisque ce n'est pas nécessaire de caricaturer. Récemment, dans un de ses discours où il a soutenu Madame Badinter sur l'idée qu'il fallait boycotter les marques parce que le salafisme se déploierait, le salafisme en général, alors que c'est extrêmement compliqué le salafisme, il y a des salafistes qui sont vraiment antiterroristes et qui pourraient même être une barrière à un certain niveau. Oui. Il a généralisé cela en caricaturant la chose justement et en disant que cette histoire de la mode, la diversification du voile, ça caractérisait cet envahissement, alors qu'en réalité, nous on a des enquêtes qui montrent que les salafistes purs et durs, ceux qu'il voudrait justement, qui sont théoriquement dans son collimateur, bien sont contre cet usage stylé en quelque sorte du voile, qui considère comme étant quelque chose qui est contraire à la sacralité du voile. Donc vous voyez, en mélangeant tout, là, on a l'impression qu'il est dur, que c'est fort, que c'est tout, mais ça ne l'est pas. Je pourrais vous donner d'autres exemples aujourd'hui en matière de sécurité qui ont l'air d'être des mesures sécuritaires, mais qui en réalité, moi, c'est ce que j'appelle des mesures insécuritaires. Par exemple, je vais vous en donner un exemple, c'est que j'ai une anecdote qui est intéressante, je trouve. J'ai été invité il y a quelque temps, fin janvier, début février, fin janvier, c'était par le journal Ouest France, pour parler devant les localiers qui s'occupent de la chronique judiciaire, parce qu'ils ont un très gros réseau de localiers qui s'occupent de cela sur Ouest France, et ils me disaient, quand je discutais avec eux, ils me disaient qu'ils avaient un problème aujourd'hui avec un certain nombre de leurs informateurs qui n'osaient plus leur parler parce qu'ils sont eux-mêmes dans le collimateur, sous prétexte qu'ils auraient rencontré un individu qui serait parti en Syrie, qui aurait rencontré un individu, et ils vont se retrouver assignés à résidence, ou ils vont se retrouver dans des conditions où ils ne vont plus avoir envie de dire les choses. On trouve ça aussi chez un certain nombre de musulmans qui se trouvaient dans le collimateur parce qu'ils sont théoriquement salafistes, ils portent la barbe, etc. Alors je comprends, c'est plus facile. C'est une vision esthétique des choses, c'est ce qui se voit le plus. Mais néanmoins, c'est contre-productif parce que là, pour le coup, on se prive d'un réseau efficace d'informateurs. Donc vous voyez, pour moi... Mais c'est combien de personnes? Non mais la question, c'est pas la question de combien. Si on pourrait... Vous avez l'air de présenter ça comme un phénomène massif. Mais attendez, si on commence à donner des chiffres, vous savez très bien que donner des chiffres, c'est quelque chose qui est extrêmement glissant, qui est rassurant lorsqu'on donne un chiffre, mais qui en réalité peut tout de suite être critiqué ensuite. C'est comme si vous me demandiez le nombre de personnes qui portent le voile en France. C'est pas possible de le dire. Maintenant, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que dans les enquêtes, lorsqu'on discute avec des musulmans qui se veulent des musulmans rigoristes, mais comme ils se sentent dans le collimateur, alors qu'ils sont anti-terroristes, ils vont avoir plus de difficultés à dire, par exemple, que tel ou tel individu semble étrange et fréquentant sa mosquée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le climat de guerre identitaire, c'est une mauvaise chose pour l'efficacité.
Pierre Conessa, après je vous passe la parole. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que... Il y a un climat de guerre identitaire? Non, moi je trouve que d'abord l'erreur principale du gouvernement français, c'est d'avoir déclaré qu'on nous avait déclaré la guerre. C'est nous qui avons déclaré la guerre. Ça, il faut absolument le reprendre en compte. C'est nous qui avons décidé de l'intervention en Syrie. C'est nous qui avons décidé d'aller faire la police dans quelque chose qui prend de plus en plus le tour d'une guerre interne à l'islam. Aujourd'hui, le Daesh tue... En plus, on a des frappes sélectives. On intervient au Mali, mais on n'intervient pas au Qatar, on intervient en Syrie, on n'intervient pas en Arabie Saoudite. Il y a ça, et puis si vous voulez, on ne tue pas un terroriste avec une bombe de 250 kilos. C'est pas vrai. On tue un terroriste et on tue 10 personnes autour. Donc de toute façon, on crée du terrorisme avec ce genre de comportement militaire. D'autre part, il y a une légitimité de cette intervention. Ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire on n'intervient pas n'importe où. On va se battre contre Daesh parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, etc. Alors qu'on défend l'Arabie Saoudite qui fait exactement la même chose. En fait, toutes ces incohérences-là font que le discours victimaire que tiennent les gens de Daesh et les salafistes, c'est-à-dire les musulmans sont massacrés partout dans le monde, est un discours complètement erroné sur le plan géopolitique. Ça, c'est la principale erreur du gouvernement français. C'est-à-dire de se mettre dans une posture de guerre comme si on était agressé et ne pas comprendre qu'effectivement, c'est notre politique extérieure. Malheureusement, on touche des néoconservateurs avec 15 ans de retard par rapport aux Américains. C'est un problème et espérons que ça va changer la ligne. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Lioger, c'est que ces salafistes dont vous me dites qu'effectivement ils sont dénonciateurs du terrorisme. D'abord, ils ne sont pas dénonciateurs, c'est-à-dire qu'ils hésitent et de toute façon la solidarité... Je peux donner des exemples. Oui, mais bon, d'accord. Vous m'en donnerez quelques exemples. Moi, je vous en donnerai d'autres. Et donc, n'oubliez pas quand même que le discours salafiste est un discours qui quand même, et c'est un théologien musulman qui me l'a dit, c'est quand même un discours qui est fondamentalement raciste, sectaire, homophobe, misogyne, antisémite, etc. Donc n'oubliez pas quand même que la radicalisation politique précède la radicalisation violente. Et les salafistes quiétistes ressemblent étrangement, si vous voulez, à des gens qui prônent un discours de la violence sans la pratiquer. Non, il faut quand même dire une chose. Premièrement, je ne suis pas le défenseur du salafisme. Non, mais moi, voilà. Premièrement. Deuxièmement, ce que je disais, c'est que ce qu'on appelle salafisme aujourd'hui, c'est une manière impropre de désigner un certain nombre d'individus qu'on a repérés dès le début des années 2000, milieu des années 2000 plus exactement, et qui sont des gens qui veulent vivre comme à l'époque du prophète, et qui eux-mêmes se reconnaissent comme salafistes, mais qui en fait sortent des écoles traditionnelles de salafisme, et qui eux, pour le coup, sont vraiment désidéologisés. Si vous regardiez les centaines de vidéos qui sont sur YouTube de ces salafistes, entre guillemets, qui ont du succès chez les jeunes, vous verriez que c'est comment nager, faire du sport, ça veut dire, il y a une sorte de retranchement sur les J'habite questions... à côté d'un non-musulman, comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce qu'on a le droit d'enterrer est-ce qu'on a le droit d'enterrer un non-musulman dans un terre d'islam, etc. La question, ce n'est pas de les défendre. Non, la question, ce n'est pas de les défendre. La question, c'est de remarquer qu'il y a eu un glissement à l'intérieur de ce qu'on appelle justement le salafisme, au-delà même de la question du salafisme quiétiste, traditionnel, etc., vers des logiques qui sont des logiques en fait individualistes, presque qui ressemblent quasiment, dans certains cas, à des logiques presque de développement personnel, de comportemental, liées aux questions de mœurs. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'adhère à cette... dit que vous les adhériez. C'est pas ça. Si vous voulez, aujourd'hui... Quand le Premier ministre parle du salafisme, c'est une manière de dire à tous les autres musulmans qu'ils sont bienvenus dans la République. C'est un discours qui aujourd'hui est un discours beaucoup plus sélectif qu'il ne l'a été il y a quelques années. Et ça, c'est extrêmement... Mais il n'est pas du tout entendu quand il dit ça. Excusez-moi. Moi, quand j'ai fait mon rapport sur la contre-radicalisation, les associations qui m'ont invité avant les attentats étaient toutes des associations musulmanes pour essayer de parler, pour savoir comment on peut lutter contre le salafisme. Donc, aujourd'hui, vous avez une différence